Danielle Simonet, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère de Paris, coordinatrice du Parti de gauche. Alors, les syndicats ont décidé hier d'une grève longue, dure et unitaire, 2 jours sur 5 pendant 3 mois. Est-ce que cette mobilisation inédite peut permettre un retrait, selon vous, du projet de loi? Il faut que le gouvernement entende que déjà sur la forme, procéder par ordonnance est totalement antidémocratique, montre bien une orientation en termes de pratique du pouvoir très autoritaire de la part d'Emmanuel Macron, depuis le début de son quinquennat. Mais surtout, il faut comprendre le fond du dossier. Dans la loi d'habilitation qui va permettre au gouvernement de procéder par ordonnance, c'est-à-dire en court-circuitant le débat du Parlement, eh bien, ils ont présenté cela au Conseil des ministres sans plus parler de la dette. Alors que vous vous souvenez, au début, c'était au nom de la dette de la SNCF qu'il y avait une urgence impérative de procéder à une réforme de la SNCF et notamment du statut des cheminots. Or là, on ne parle plus de la dette. On sait par ailleurs que c'est un mensonge et honté de faire croire que la dette de la SNCF serait due au statut des cheminots, parce que ça n'a strictement rien à voir. La dette, elle est due à des investissements sur les lignes grande vitesse qui ont en plus été faits par des partenariats publics-privés qui ont fait qu'on s'est totalement endetté auprès des marchés financiers. Donc on fait porter aux cheminots la mauvaise gestion de l'État, c'est ce que vous dites ? Exactement, on fait porter aux cheminots la responsabilité d'une très mauvaise gestion de l'État qui a profité aux intérêts privés pour, en plus, permettre de privatiser la SNCF pour que les intérêts privés continuent à se gaver. Parce qu'en fait, dans la réforme, vous verrez sur le statut des cheminots, on ne parle pas des fameux, soi-disant, privilèges totalement scandaleux que le gouvernement n'a cessé de pointer du doigt. La question des billets de train, la question de l'âge du départ à la retraite. C'est pas de ça dont il est question. Il est question, d'abord et avant tout, de faire en sorte qu'on puisse licencier les cheminots. Donc pour pouvoir privatiser la SNCF, l'enjeu du gouvernement ça s'appliquera qu'aux prochains, ça s'appliquera qu'aux ceux qui sont Exactement. embauchés. Ceux qui sont déjà sous statut de cheminot, le reste. Exactement, ce qui montre d'autant plus que les cheminots préparent une grève non pas pour leurs pommes, pour défendre leurs propres intérêts à eux, mais vraiment pour défendre le service public du rail. Parce que derrière la mise en concurrence, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je peux vous dire, toutes les lignes de proximité qui sont dites non rentables, on va les envoyer encore plus à la gestion des régions, qui seront contraintes de les fermer. Vous aurez des lignes TGV rentables qui vont être exploitées par des partenaires privés, et donc aussi les lignes corail intermédiaires, toutes celles-là, eh bien elles vont en pâtir. On va écouter la ministre ce matin des Transports, Elisabeth Borne, qui s'explique à ce sujet. C'est très déstabilisant pour les voyageurs, très pénalisant, et je pense que cette posture n'est pas responsable, parce que j'ai annoncé qu'on allait avoir 2 mois de concertation, de négociation, donc il y a des sujets très précis qui sont sur la table. Le gouvernement ne cherche pas l'affrontement, ne cherche pas l'épreuve de force. Les syndicats disent 2 jours de grève tous les 5 jours. Moi, je dis négociation 7 jours sur 7. Le gouvernement ne cherche pas l'affrontement, c'est ce que dit Elisabeth Borne. Vous êtes d'accord avec elle? Bien sûr que non. Le gouvernement cherche totalement l'affrontement. Le gouvernement ne cherche pas la négociation parce que sinon il ne commencerait pas par poser une loi d'habilitation par ordonnance. Vous irez avec eux manifester? Bien sûr. Dans la rue? Non seulement j'irai le 22 mars prochain, mais en plus j'invite tous les citoyens et citoyennes à être solidaires des cheminots. Par exemple en participant aux caisses de grève, parce que ça va leur coûter de faire grève. Sauf que l'opinion aujourd'hui, elle n'est pas de ce côté-là. Vous allez voir. Quand on va expliquer, notamment en zone rurale, excusez-moi, que les petites gares, les petites lignes vont fermer les unes après les autres. C'est pas ce que dit le gouvernement aujourd'hui. Mais parce que le gouvernement est dans une hypocrisie la plus totale, puisqu'en fait, c'est pas lui qui va fermer directement ces lignes, mais ça sera les régions à qui il donne la responsabilité d'exploiter ces petites lignes sans leur donner les moyens financiers. Vous savez, en Angleterre, quand on a privatisé le rail, eh bien, c'est les tarifs qui ont explosé de plus de 30%, les accidents qui se sont démultipliés, au point que plus de la moitié des Anglais, je crois 2 sur 3, demandent la renationalisation du rail. C'est pas le cas en Allemagne, de la Deutsche Bahn par exemple. Exactement, mais la situation en France est bien meilleure. Donc il faut comprendre qu'il y a un enjeu écologique de défendre le rail. Regardez l'aberration d'avoir autant de camions qui transportent des marchandises de la Belgique à l'Espagne en traversant toute la France, alors que si on développait le fret ferroviaire, au lieu de l'avoir fait décliner comme nous l'avons fait décliner, eh bien on réduirait énormément la pollution atmosphérique. Donc c'est un impératif écologique, c'est un impératif social. C'est vraiment on va écouter quand même Laurent important Berger, pour tous les citoyens et citoyennes de défendre le rail. Laurent Berger de la CFDT qui a pris la parole.
C'est un peu volonté du départ de dire, bah voilà, ce qui pose problème aujourd'hui à la SNCF, c'est pas le manque d'investissement de l'État. Alors maintenant, on y revient, mais c'est pas, on voit pas trop le projet en termes de transition écologique, l'apport du ferroviaire. Mais en gros, la solution, c'est, on se tape les cheminots. Eh bien, faut pas s'étonner que ça provoque cette réaction. On se tape les cheminots, c'est ce que dit Laurent Berger. Bien sûr. L'objectif, casser le statut des cheminots, c'est-à-dire faciliter la possibilité de licencier les cheminots pour permettre aux entreprises privées qui vont reprendre morceau par morceau la gestion de la SNCF de pouvoir avoir une main-d'œuvre corvéable à merci. De la même manière que ce gouvernement a cassé le code du travail par ordonnance. En fait, le projet politique de Macron, de sa start-up Nation France, eh bien, c'est de faire des travailleurs précarisés, voilà, et pendant ce temps, eh bien, des intérêts privés qui se gavent pendant que tous les autres en bavent. Sur la loi travail, vous n'aviez pas réussi à manifester et à faire un mouvement unitaire. Est-ce que vous pensez que là, ça peut prendre? On voit que les 4 principaux syndicats de la SNCF sont unis. Est-ce que vous pensez qu'on peut se retrouver dans la situation de 95? Je le souhaite, sauf si le gouvernement réagit à un sursaut avant et arrête son projet. Retire son projet, en fait. Mais je dirais par ailleurs que vous avez plein d'autres dossiers, on en reparlera peut-être, mais sur la question des EHPAD, sur la question de l'hôpital public, sur la question des écoles, sur énormément de fronts, la colère est en train de monter dans ce Alors pays. justement, je voulais vous parler des retraités qui ont manifesté hier pour réclamer plus de pouvoir d'achat. Est-ce que ce sont des privilégiés, les retraités? Bah bien sûr que non. Moi, je vais vous dire, ce terme de privilégié qui permet d'opposer les actifs et les retraités, les cheminots avec les autres salariés, les fonctionnaires et le reste, enfin, c'est d'un mépris le plus total. Pendant ce temps, on oublie de nous dire que le gouvernement a donné 9 milliards d'euros aux plus riches par une réforme sur l'impôt sur la grande fortune et par la flat tax, que nous avons des actionnaires de grandes multinationales qui ont explosé, regardez les profits du CAC 40. Les rentiers dans ce pays, c'est ceux qui vivent de la rente, de la spéculation immobilière, de la spéculation des actionnaires, de cette bulle financière qui fait que notre économie est totalement déconnectée, la finance est totalement déconnectée de l'économie réelle, et que ça pourrait bien nous éclater en pleine figure, comme en 2008. Donc c'est en plus irresponsable. Mais non, les retraités, moi je les ai vus dans la manifestation, j'étais à leur côté, ils ont perdu. Pour beaucoup, ils vous donnent tous leur témoignage, plusieurs centaines d'euros. Ils vivent quand même mieux que les actifs aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas leur demander un petit effort de solidarité nationale? Qui s'en est mis plein les poches pendant ces 10 dernières années? Qui a augmenté ses profits de manière colossale? C'est la rétribution du capital. C'est pas les retraités, c'est pas les chômeurs, c'est pas les assistés aujourd'hui dans notre économie. Sont justement ces grands actionnaires du CAC 40, ces grandes multinationales qui en plus perçoivent du CICE, n'ont absolument pas réinvesti dans l'investissement, dans le développement de l'économie réelle, n'ont pas redistribué les richesses dans les salaires. Aujourd'hui, c'est le capital qui coûte cher. Donc oui, pour l'abolition des privilèges, mais occupons-nous des vrais privilèges. Et concernant la mobilisation, on voit bien avec les retraités et d'autres luttes qu'il y a besoin d'une convergence de tout cela. Une convergence à chaque date, le 22 mars si c'est possible, mais on aurait besoin également soit d'un samedi, soit d'un dimanche, pour que toutes celles et ceux dans ce pays qui ne peuvent pas faire grève, parce qu'il leur en coûte trop, ou la situation du rapport de force d'entreprise est telle qu'il est extrêmement dur de se mettre en grève, eh bien puissent manifester, converger pour exprimer à la fois leur colère. Une grande journée de mobilisation un week-end. Exactement, une grande journée de mobilisation un week-end. 4,3 milliards d'euros de rentrées fiscales supplémentaires auraient été enregistrées. Certains parlent de cagnotte fiscale. Il faut redistribuer cet argent, il faut redonner un peu de pouvoir d'achat, vous dites? Vous avez vu, il y a même un député de La République En Marche, Joël Giraud, qui disait mais alors il faut redistribuer. Rapporteur du budget. Exactement, qui disait mais il faudrait redistribuer soit aux EHPAD, soit aux territoires désindustrialisés, ou bien pour les minima sociaux. C'est vrai que la situation des minima sociaux est extrêmement difficile. Combien de personnes dans ce pays vivent en dessous du seuil de pauvreté? Les minima sociaux devraient être au moins au niveau du seuil de pauvreté, et les allocations adultes handicapés et les pensions de retraite devraient au minimum être au niveau du SMIC. Donc voilà, on redistribue cet argent pour les retraités, évidemment. Pour les EHPAD aussi? Mais bien sûr. Vous savez, sur les EHPAD, il y a eu un rapport fort intéressant de ma camarade Caroline Fiat, députée de la France Insoumise, avec Monique Ibura, qui est députée La République En Marche, où ils ont proposé l'instauration d'un ratio minimum, c'est-à-dire, eh bien, pour chaque résident dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, devrait avoir au moins un ratio d'un spécialiste, d'un travailleur, d'un agent du service. Elle veut même doubler le nombre d'aides-soignants pour aider. Voilà. Alors pour les aides-soignants, donc évidemment dans l'absolu, il faudrait un soignant pour un résident.
Mais là, il proposait un ratio qui était de 0,6 équivalent temps plein. Donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement raisonnable. Qu'a dit la ministre ? Oh, écoutez, la France n'a pas les moyens budgétaires Alors, ça de coûte 8 milliards. Ça coûte 8 milliards d'euros. La France, elle a les moyens budgétaires de faire des cadeaux aux actionnaires et elle n'a pas les moyens budgétaires de faire en sorte qu'il y ait un bien-être minimum, une dignité pour nos aînés. Je vais vous dire, quand vous êtes en capacité de créer des emplois, à la fois dans les EHPAD, mais à la fois pour faire évoluer, par exemple, le statut des aides à domicile, eh bien, vous redistribuez de l'activité qui va aussi profiter au PIB. Parce que vous avez des hommes et des femmes qui se retrouvent en emploi, des hommes et des femmes qui se retrouvent insérés activement dans la société. Je voudrais vous entendre sur le PS. Olivier Faure est arrivé largement en tête au premier tour pour le poste de premier secrétaire du Parti Socialiste devant Stéphane Le Foll. Quel est le meilleur candidat selon vous pour représenter le Parti Socialiste ? Ah bah évidemment que moi j'étais beaucoup plus sensible au discours de Monsieur Morel. Il est arrivé troisième. Qui est arrivé troisième. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de ce congrès ? Écoutez, finalement, François Hollande a fini par gagner quelque chose. Il a gagné le congrès de son propre parti. C'est la social-démocratie voilà. qui triomphe ? Mais qui triomphe, comme vous y allez. On voit plutôt au contraire qu'il y a eu une abstention extrêmement forte. Si Monsieur Morel fait ce score qui est décevant, je pense que c'est pas dû à sa campagne, parce qu'il a fait plutôt une bonne campagne, mais c'est plutôt révélateur que Monsieur Hollande, en imposant, en accélérer cette dérive et cette adhésion totalement totale au libéralisme, eh bien, a fini de tuer le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, aujourd'hui, n'est plus. Je veux dire, le débat n'a passionné quasiment personne dans ce pays. La participation a été quand même très dérisoire. Non, franchement... Le PS est mort. Le PS appartient au passé. On va écouter Pierre Laurent pour le Parti communiste qui a pris la parole. Il va y avoir, on est en train de le préparer, la semaine prochaine, un texte des formations de gauche et une tribune unitaire de ses premiers dirigeants. Pour le moment, Olivier Besancenot, Benoît Hamon et son mouvement Génération, le Parti communiste et moi-même, d'autres mouvements comme Ensemble et d'autres sont d'accord. Et nous n'avons pas la réponse pour le moment de Jean-Luc Mélenchon sur cet appel unitaire. Nous le souhaitons tous. S'il n'est pas au rendez-vous, nous ferons ce mouvement unitaire tous ensemble. Mais je pense que la logique voudrait qu'il soit à nos côtés. Alors, il n'y a pas de réponse de Jean-Luc Mélenchon pour ce rassemblement de toute la gauche. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Que c'est totalement ridicule, parce que je veux dire, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il y avait une réunion où le parti de gauche était représenté. C'est étonnant, ce sectarisme de monsieur Pierre Laurent qui n'est pas capable de nous citer. Bon, non, ce que nous disons, des appels des forces de gauche pour soutenir les cheminots, mais je veux dire, pourquoi pas, je veux dire, ça va de soi que nous sommes engagés dans cette bataille-là. Je pense que ça ne fait de doute pour personne. Donc le plus important, c'est pas tant ça. C'est est-ce qu'on crée les conditions pour qu'il y ait une date de manifestation, un samedi ou un dimanche, où beaucoup plus de monde puisse venir. Comment est-ce que l'on dette ? On se tend la main justement pour peut-être trouver une date commune, comme les syndicats finalement. C'est ce que nous avons proposé. Nous proposons carrément un comité de pilotage, mais pas simplement des organisations politiques, organisations syndicales et associations, pour justement permettre de converger l'ensemble des batailles et permettre une mobilisation forte. Donc vous êtes prêt à tendre la main finalement à Mais on Pierre Laurent ? pas de le faire. Vous savez, le 23 septembre, quand nous avons fait notre grande marche de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon a proposé aux organisations syndicales et à toutes les forces de ce pays de dire retrouvons-nous sur une même date. Ce qui est important aujourd'hui, c'est pas simplement des petits appels avec une petite soupe au logo en bas de la feuille. C'est pas ça qui va tout d'un coup créer une dynamique propulsive. On va pas se raconter des histoires. Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on fait pour soutenir ceux qui font grève et faire en sorte qu'il y ait le maximum de personnes qui se mettent en grève, et comment on permet à tous les autres de pouvoir se retrouver dans ce rapport de force à manifester. Donc, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une date de manifestation un samedi ou un dimanche ? Nous, on dit bientôt, ça va être les 1 an de Macron. Eh bien, 1 an de Macron, ça suffit. On ne va pas le laisser, par exemple, commémorer mai 68. Bon, il y a des dates dans l'agenda et dans l'histoire de mai 68 qui peuvent peut-être faire convergence pour tout le monde. C'est ce que vous proposez. Voilà, exactement. Alors là, on voit bien qu'il y a quand même un problème de rassemblement à gauche. Clémentine Autain, elle, a dit qu'il ne fallait pas mépriser les autres organisations de gauche. Est-ce que vous partagez son avis ? Est-ce que vous dites qu'il faut dialoguer avec tout le monde, finalement ? Mais vous savez, nous, on passe notre temps à dialoguer avec tout le monde. Le problème, c'est comment est-ce qu'on conçoit la politique. Moi, je n'ai pas envie de passer des heures et des heures avec des petits partis à l'ancienne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on crée les conditions pour fédérer le peuple, pour mobiliser. C'est pour ça que quand nous, on propose, je vous le dis, et sur la table, cette proposition d'une grande marche, un samedi ou un dimanche, on se donne les moyens
de mobiliser, de fédérer bien au-delà de ce que nous sommes, ou bien on est toujours rabougri à l'ancienne, on ne pense qu'aux petits logos qui permettent à ceux qui n'existaient plus de pouvoir réexister. Non, on n'instrumentalise pas les luttes pour exister. On crée les conditions qu'elles gagnent. Voilà l'enjeu. Vous avez eu des mots très durs contre Anne Hidalgo à Paris, dans une tribune publiée dans Libération. Est-ce que vous serez candidate en 2020 à la mairie de Paris ? En toute cohérence, je proposerai ma candidature à la France Insoumise. En toute cohérence. Après, est-ce que la France Insoumise en voudra? Je le souhaite. Mais objectivement, Madame Hidalgo, à travers cette interview dans Libération, présente sa candidature en montrant que son programme est compatible avec La République En Marche. Et on a l'impression qu'il est en train de supplier le soutien de La République En Marche. Parce que le Parti Socialiste est bien en train de comprendre que sur Paris, c'est fini également. C'est fini pour eux. Et que sur Paris, vous avez trois forces. Vous avez La République En Marche, vous avez les Républicains et vous avez la France Insoumise, qui a fait des très bons résultats, notamment dans les arrondissements de l'Est parisien. Quelle est l'orientation qui va gagner la majorité au niveau de la capitale? Est-ce que c'est une orientation du tout voiture des Républicains, une orientation de tout attractivité libérale de La République En Marche, qui veut que tous les magasins soient ouverts tout le dimanche, qui est dans cette optique. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'Anne Hidalgo, elle ne peut pas à nouveau gagner la mairie de Paris avec l'étiquette Parti Socialiste. Alors écoutez, je pense que même eux savent que c'est cuit, je pense. Je pense que même eux n'y croient plus. Mais ce qui est vrai, c'est que quelle a été l'évolution de sa politique? Les couches populaires et moyennes, finalement, n'ont pas cessé d'être chassées de la capitale avec la spéculation immobilière. Et les intérêts privés, eux, de Vinci, de JC Decaux, d'Unibail Co, n'ont pas cessé de croître sur la capitale. Il faut que ça change. Merci Danielle Simonet d'avoir été avec nous ce matin, conseillère de Paris et coordinatrice du Parti de gauche. Très bonne journée à vous. Merci.